cher docteur. Bon webinaire. Merci. Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, docteur Schmitz. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Et ce soir, nous avons des abonnés de tous les horizons. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Déjà, vous êtes extrêmement nombreux tout de suite. Et c'est normal parce que ce soir, nous allons avoir un certain nombre de révélations très, très intéressantes sur une pathologie, enfin, sur un type de pathologie qui reste très souvent mal connu et mal expliqué. Alors, ça va de Québec, de Bordeaux, de Paris, de Vendée, de Tel Aviv. Bonsoir, Dany de Tel Aviv, du Québec, du Vaucluse, de Chambourcy, de partout. C'est magnifique. Et de Belgique, évidemment. Donc, vous êtes de Belgique, si je ne me trompe pas. Vous êtes déjà sur place, vous. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous êtes prêt à répondre à nos abonnés sur les avis de connaître le fonctionnement des pathologies auto-immunes, parce que c'est le sujet de ce soir. Et nous avons la chance de vous avoir ce soir pour pouvoir justement bien nous expliquer, bien détailler ces problématiques, parce que on n'a pas bien compris en quoi consistait ce type de pathologie. Mais avant, si vous le permettez, une petite précision pour nos abonnés, les nouveaux qui viennent d'arriver, on leur souhaite la bienvenue. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'outils informatiques, on vous rappelle qu'il vaut mieux être sur Google Chrome pour bénéficier de la meilleure bande passante et du meilleur support, et d'être en connexion filaire plutôt qu'en connexion Wi-Fi. Nous serons amenés à poser des questions au Dr Smith après les différentes présentations, les différentes phases de ce webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne pose pas tout de suite les questions, Dr Smith, parce que ça sera certainement en fin de webinaire. Donc, restez bien présents. Il y a beaucoup de choses qui vont être évoquées. Donc, peut-être que votre question sera déjà traitée avec les explications de Dr Schmitz, pardon. Et donc, n'hésitez pas à nous poser les questions, mais je les poserai vers la fin. Voilà. Dr Schmitz ne répondra pas aux questions trop personnelles, qui sont de l'ordre plutôt du diagnostic et de l'évaluation personnelle. Donc, ne nous donnez pas votre pédigré médical parce que on ne pourra pas répondre à ça. Vous comprenez bien que pour des raisons normales, médicales, déontologiques, éthiques et surtout de bon sens, Dr Schmitz ne peut pas faire du diagnostic sans connaître le patient et son dossier médical complet. Voilà. Ceci étant, Dr Schmitz, je serais ravi de savoir, et nos abonnés aussi, d'où vous venez et quel a été votre parcours médical pour arriver à une telle connaissance de ce type de pathologie et des protocoles de traitement que vous avez mis en place. Alors, je suis un médecin belge. Euh, Tout de suite, dès que je suis sorti de mes études de médecine à l'université en Belgique, je me suis tout de suite posé un tas de questions en me disant, j'ai fait de magnifiques études, de longues études, de dures études, mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est en général les traitements. Alors, je ne parle pas des prouesses chirurgicales que je trouve merveilleuses. Maintenant, on fait des choses exceptionnelles en chirurgie. Ce qui ne me plaisait pas, c'était les traitements médicamenteux, donc les traitements chimiques, qui sont quand même parfois efficaces, mais surtout génèrent un nombre important d'effets secondaires. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve mieux ou autre chose. Et donc, dès ma sortie de l'université, je me suis formé à différentes approches naturelles. J'ai appris la phytothérapie, l'aromathérapie. Je suis devenu homéopathe. J'ai appris des choses en médecine chinoise. J'ai appris la nutrition. Enfin voilà, j'ai appris un maximum de choses, toutes les choses pour soigner les gens de la façon la plus naturelle possible. Mmh. Alors, effectivement, petite parenthèse aussi, l'image est un petit peu floue du Dr Schmitz. Nous sommes désolés, on ne comprend pas pourquoi. Le débit, pourtant le débit est bon, la qualité de l'ordinateur est bon, tout est bon, mais il y a une image floue, donc c'est vraiment indépendant de notre volonté. Et donc, on ne sait pas quoi faire d'autre, mais en tout cas, vous avez la voix et les explications du Dr Schmitz. Donc, j'ai la sensation que c'est quand même quelque chose le plus important pour ce soir. Et vraiment, nous sommes absolument désolés pour cette
c'est ce petit inconvénient technique, mais c'est pas. J'espère qu'on ne tiendra pas rigueur. Voilà. Donc vous êtes homéopathe, phytothérapeute, aroma, nutrition, etc. Et tout ça, c'est votre quotidien. Et vous êtes amené donc à traiter dans votre patientèle un maximum de pathologies auto-immunes. Hein, donc comme c'est le sujet de ce soir, Oui. pour la gentillesse de nous expliquer vraiment déjà la terminologie auto-immune et comment s'installe et comment se définit médicalement dans un premier temps la pathologie auto-immune. Alors, ben, une pathologie auto-immune, comme son nom l'indique, c'est une pathologie où le propre système immunitaire de la personne Mmh. se retourne contre elle-même. Donc, au lieu de développer des anticorps pour lutter contre des germes extérieurs, le système immunitaire devient un petit peu fou et développe des anticorps qui attaquent les propres structures de la personne, que ce soit la thyroïde, dans ce cas-là, on est dans une thyroïdite d'Hashimoto, par exemple, que ce Mmh. soit les articulations, donc le système immunitaire de la personne attaque ses propres articulations, on est dans la polyarthrite rhumatoïde, ou que ce soit la sclérose en plaques, qui est à considérer comme une maladie auto-immune, où donc le système immunitaire de la personne attaque les gaines de myéline. Bon, je ne vais pas citer toutes les maladies auto-immunes, mais bon, vous avez compris le principe. C'est un dérèglement du système immunitaire qui s'en prend à la propre personne qu'il est censé défendre. Alors, je me permets quand même de vous demander de les citer parce que nos abonnés nous demandent est-ce que la maladie de Crohn est considérée comme une pathologie auto-immune, la sclérose en plaques, vous venez de la citer, et est-ce que la fibromyalgie, hein, cette espèce de syndrome bien décrit maintenant, est-ce que c'est considéré comme une pathologie auto-immune ou pas? Alors, je suis ravi que vous me posiez la question parce que je pense souvent à ces nombreuses personnes et surtout des femmes qui souffrent de fibromyalgie, maladie que la médecine a du mal à reconnaître parce que vous imaginez une femme qui souffre de fibromyalgie, c'est quelqu'un qui se plaint de douleurs qui sont totalement variables et aussi en général d'une grande fatigue. Elle va voir tous les médecins du monde, elle fait tous les examens, prise de sang, radiologie, tout revient strictement normal. C'est tout à fait désespérant et les médecins finissent par prendre les malades pour des dépressifs chroniques et donc on leur met un antidépresseur et on leur dit au revoir et merci. Voilà. Alors que effectivement, la fibromyalgie est une maladie auto-immune. Là maintenant, c'est une certitude pour moi parce que je soigne la fibromyalgie comme une maladie auto-immune et j'ai des résultats exceptionnels. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre pathologie? Ah oui, il y a le petit frère ou la petite sœur de la fibromyalgie, c'est le fameux syndrome de fatigue chronique, Mhm. où là, les gens ont une fatigue totalement inexplicable avec éventuellement un peu de douleur. Ben, c'est aussi une maladie auto-immune. Les maladies inflammatoires de l'intestin que vous avez citées, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, sont aussi à classer dans les maladies auto-immunes. Alors, quel en est le processus d'installation? Comment euh, passe-t-on d'une symptomatologie assez simple à quelque chose de lourd comme la maladie auto-immune? Est-ce que médicalement, il y a un déroulé, une explication? Alors, les maladies auto-immunes ont toujours fait couler beaucoup d'encre et on a cherché beaucoup d'explications. Je pense qu'on peut retenir deux explications aux maladies auto-immunes actuellement et aussi, d'ailleurs, on le constate, les maladies auto-immunes actuellement sont très très fréquentes. Euh, qui n'a pas une fibromyalgie, qui n'a pas une polyarthrite, qui n'a pas un Crohn, enfin c'est vraiment hallucinant. L'Hashimoto, la thyroïde, qui n'a pas un dérèglement de la thyroïde, c'est extrêmement fréquent. Et pourquoi cette épidémie de maladies auto-immunes? Hmm. Eh bien, forcément parce que
notre système immunitaire actuellement souffre énormément. Il souffre pourquoi? Pour deux raisons. Parce que nous avons une alimentation qui est toxique, c'est-à-dire que notre manière de manger, l'évolution dans notre alimentation, l'alimentation moderne en fait, est une maladie qui est très inflammatoire pour l'intestin. Or, l'intestin, c'est un organe extrêmement important. Comme je l'explique souvent à mes patients, quand vous mettez quelque chose en bouche et que vous l'avalez, eh bien en fait, il n'est pas encore en vous, il est dans votre tube digestif. Parce que, vous le savez bien, si vous avez, par exemple, une diarrhée épouvantable, ben, ce que vous allez avaler, quelques heures plus tard, va ressortir aussi vite. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas en vous, c'est dans la tuyauterie. L'aliment sera réellement en vous le jour où votre intestin va l'absorber et les molécules vont donc se retrouver dans votre sang. À ce moment-là, l'aliment est réellement en vous. Le problème, c'est que cette alimentation inflammatoire dont je vous parlais enflamme petit à petit feu, l'intestin de nos concitoyens. Et donc, cette inflammation chronique de l'intestin génère ce qu'on appelle en naturopathie le syndrome de l'intestin poreux ou ce que les Anglais appellent le Lucky Gut Syndrome. Donc, en fait, l'intestin, il ressemble à une passoire. Il y a tous des petits trous dans l'intestin et ces petits trous font que l'intestin laisse passer des substances qui normalement ne devraient pas passer. Et ce sont des substances étrangères. C'est des débris d'aliments, c'est des débris de bactéries et qui vont donc se retrouver dans votre sang. Dans votre sang, le système immunitaire va reconnaître ces molécules étrangères et se rendre compte que ce sont des choses qui sont indésirables. Et donc, il va faire son travail, le système immunitaire, de vous défendre contre ces envahisseurs indésirables. Pardon. Le problème, c'est que quand ça arrive une fois occasionnellement, bon, c'est pas trop grave, mais comme votre intestin est réellement devenu poreux, ben ça arrive tous les jours. Tous les jours, vous laissez rentrer des substances à l'intérieur de vous qui n'ont rien à y faire. Et donc, tous les jours, votre système immunitaire est stimulé, je dirais même surstimulé, et à un moment donné, ce système immunitaire, eh bien, il dérape, il devient fou, et on est dans la genèse de la maladie auto-immune. C'est ce système immunitaire qui commence à s'attaquer à vos propres structures. Voilà, ça c'est un petit peu le schéma d'apparition des maladies auto-immunes liées à la grande cause qui est, je dirais, la malbouffe. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard Voilà, dans c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Et donc, je vais alors, pour que le plan soit clair, la deuxième grande cause, c'est l'intoxication aux métaux lourds. Alors, on le sait, de nos jours, on est de plus en plus intoxiqué aux métaux lourds. Donc, quand je parle de métaux lourds, je parle de mercure, je parle d'aluminium, je parle de plomb, je parle de nickel, enfin tout ce qu'on appelle les métaux lourds, et qui sont des substances extrêmement toxiques. Malheureusement, on est de plus en plus intoxiqué par ces fameux métaux lourds, et je rappelle, et les Français savent de quoi je parle, que l'intoxication aux métaux lourds commence dès le plus jeune âge, n'est-ce pas? À l'âge de 2 mois, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est la panoplie des vaccins dont on ne cesse d'augmenter le nombre. Et sur un jeune et pauvre organisme de 2 mois, dont le système immunitaire n'est même pas encore mature, on lui envoie allègrement du mercure, de l'aluminium, avec toutes ces doses de vaccins. Voilà, tous ces produits ne sont pas éliminables et donc se stockent dans votre organisme. L'organisme, tant bien que mal, essaye de les mettre
dans des endroits pas trop précieux, donc pas dans votre cœur, pas dans vos poumons, mais dans la graisse ou dans des choses où ça ne gêne pas trop. Mais à un moment donné, l'intoxication est telle que toutes ces substances étrangères, de nouveau, ne sont pas donc reconnues comme normales et commencent à exciter, à emballer votre système immunitaire. Donc, c'est les deux grandes causes à l'heure actuelle des maladies auto-immunes, c'est la mauvaise alimentation, la malbouffe et l'intoxication aux métaux lourds. Voilà. Tout à l'heure, un petit peu plus loin, vous allez nous donner un certain nombre de pistes et de débuts de solutions, de réflexion en tout cas, pour être toujours acteur de sa santé. Mais vous avez campé le décor d'une maladie auto-immune, parfait. On a vu que ça passait, que certains aliments passaient certains déchets passaient dans l'intestin, dans le sang, que le système immunitaire flambait. Mais alors, peut-être pouvez vous nous éclairer sur le fait que d'aucuns aura une thyroïdite d'Hashimoto, peut-être une affection de la thyroïde. Une autre personne va avoir hélas une sclérose en plaques. Une autre personne va avoir une maladie de Crohn. Une autre personne va avoir plutôt une pathologie dite plutôt systémique, c'est-à-dire comme une polyarthrite rhumatoïde ou comme une autre pathologie. Comment expliquer à quel moment la maladie s'installe à tel ou tel endroit? Est-ce qu'il y a une prédisposition par rapport à l'alimentation, par rapport au terrain ou par rapport à un code génétique qui était déjà programmé? J'exagère évidemment les propos, mais c'est pour vous Oui, poser oui. le plus vivement possible la question. C'est une très bonne question et c'est une question très difficile. Ben, Mais, j'imagine. mais Mais je vous êtes la très prends bon. et je vais tenter d'y apporter une réponse. Je dirais, c'est un petit peu similaire au cancer. On sait que, bon, actuellement, beaucoup de gens développent des cancers et le cancer, c'est aussi quelque part une pathologie du système immunitaire. C'est intéressant d'ailleurs cette comparaison parce que, comme je l'explique à mes patients, on peut être malade de son système immunitaire de deux manières. Soit on est en manque d'immunité, on a trop peu d'immunité. C'est notamment le cas chez un cancéreux. Le cancéreux, s'il avait une bonne immunité, une forte immunité, normalement, il n'aurait pas fait son cancer. Donc, le cancer est une pathologie du déficit immunitaire. À l'inverse, une maladie auto-immune, c'est on est malade parce qu'on a un excès d'immunité, mais un excès d'immunité malheureusement non souhaitable et qui est négatif. Et donc, dans les deux cas, trop d'immunité, maladie auto-immune, trop peu d'immunité, le cancer. Après, on a trop peu d'immunité, on fait un cancer, mais pourquoi certains vont faire un cancer du sein, pourquoi d'autres vont faire le poumon? Alors oui, il y a des facteurs. Ah oui, il fait un cancer du poumon parce que c'est un gros fumeur. Bon, d'accord, ok. Mais comme vous le savez, il y a des gens qui font un cancer du poumon et qui n'ont jamais fumé de leur vie. Donc voilà. Donc après, il faut trouver d'autres explications. Alors ce serait trop long et ce serait à mon avis un autre débat, mais j'imagine que beaucoup de nos auditeurs ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle le décodage biologique des maladies et en fonction de certains troubles émotionnels, en fonction de certains mal-être, le corps va avoir un moment de faiblesse sur le sein, sur la prostate, sur les reins, sur le poumon, et c'est là que va apparaître le problème. Je pense que pour les maladies auto-immunes, c'est un petit peu comme le cancer. En fonction de, de la faiblesse que vous avez, vous allez partir sur tel ou tel type de maladie auto-immune. Il y a d'autres théories qui, euh, qui ont tenté d'expliquer le pourquoi des choses. Par exemple, je vous ai expliqué que le fameux syndrome de l'intestin poreux faisait que des substances étrangères, par exemple des débris bactériens, traversaient l'intestin poreux et arrivaient dans le sang. Et en fonction du type de débris bactérien, il y a des études qui ont montré que certaines bactéries
je ne suis plus sûr de dire exactement. Je pense par exemple le Pseudomonas, qui est une bactérie qui peut donner des débris dans l'intestin et donc dans le sang, eh bien, vont activer le système immunitaire et il va avoir création d'anticorps, si vous voulez, anti-Pseudomonas. Et il se fait que ces anticorps euh, qui attaquent le Pseudomonas, eh bien, bizarrement, ils ont un peu la même structure que des anticorps qui attaqueraient la gaine de myéline. Et donc, voilà pourquoi certaines personnes vont développer une sclérose en plaques liée à des débris de Pseudomonas. Maintenant, c'est peut-être autre chose parce que je suis pas sûr des. Oui, mais c'est le principe. C'est le principe. Voilà, mais c'est le principe. Ouais, Voilà. mm. Donc, voilà, la question que vous m'avez posée est très difficile. Moi, j'y mettrais donc deux réponses. Soit c'est en fonction du déchet et du débris qui passe qu'on va avoir un mimétisme ou avec des gaines de myéline ou avec des articulations ou avec les cellules thyroïdiennes et donc on va avoir telle ou telle maladie auto-immune, ou bien alors on peut aussi expliquer les choses par ce qu'on appelle le décodage biologique, mais bon voilà, Oui. ça mériterait donc une soirée rien que sur ce thème-là parce que c'est costaud. Oui, c'est costaud et c'est passionnant. Mais Oui. on voit quand même une recrudescence de ces pathologies auto-immunes et je pense notamment, et vous me direz si je me trompe, mais le diabète. On a l'impression que le diabète est un véritable fléau actuellement, qu'il y a un nombre de cas. Alors, est-ce qu'on sait quel est le taux, combien de personnes sont touchées par ces pathologies, et notamment par le diabète? Et pourquoi il y a à votre avis, une telle recrudescence de cette pathologie? Alors attention, au niveau du diabète, il faut Mhm. bien distinguer ce qu'on appelle le diabète de type 1, dit diabète insulino-dépendant, du diabète de type 2 qui est dit insulino-résistant. Alors effectivement, le diabète de type 1 est à considérer comme une maladie auto-immune. Donc, on assiste à la destruction des îlots de Langerhans du pancréas qui sont donc attaqués par le système immunitaire. Or, ces îlots de Langerhans du pancréas, ce sont ces cellules qui fabriquent notre insuline. Et comme ils sont attaqués, eh bien, on a de moins en moins d'insuline qui est fabriquée. Et Oui, donc, à ce moment-là, on devient insulino-dépendant. C'est le diabète de type 1. Dans le diabète de type 2, c'est un autre mécanisme qui n'a rien à voir avec une pathologie auto-immune. Donc, c'est ce qu'on appelle l'insulino-résistant. Les cellules fabriquent toujours de l'insuline, euh, mais mais les cellules de notre corps euh, fabriquent l'insuline. Donc, la clé est toujours là pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Mais les cellules, si vous voulez, ont changé la serrure. Donc, la clé ne fonctionne pas. Vous avez de l'insuline, mais ça ne fonctionne plus. Et ça, la raison pour laquelle tout d'un coup, vos cellules changent la serrure au point que l'insuline que vous fabriquez ne fonctionne pas, ça reste aussi un mystère, bien que on incrimine quand même et on y revient euh, cela au mode de vie. Hein. De nouveau, on retombe sur la malbouffe, la sédentarité, le manque d'exercice physique, enfin voilà, tout ce genre de choses. Mais la malbouffe, euh, c'est sans doute la cause numéro un. Je suis toujours effrayé de voir la quantité de sucre euh, que on donne à manger à nos enfants. Quand je pars parfois avec des couples d'amis en vacances et que je vois comment on nourrit les enfants, ben, le matin, c'est une tartine avec du Nutella, ça veut dire du sucre. Le midi, ben, je sais pas, c'est une pizza. Pizza, ce sont des sucres lents, c'est encore du sucre. Et le soir, c'est éventuellement un morceau de viande. Le poisson, n'en parlons pas. Un morceau de viande, mais surtout avec des frites et du ketchup. Donc, c'est encore du sucre. Donc, alors, on peut faire ça de temps en temps, on peut de temps en temps se faire plaisir, mais quand ça devient la norme, quand on se nourrit comme ça, eh bien, à un moment donné,
le corps dit zut et on ne peut pas continuer dans cette voie-là et on rentre dans des pathologies type diabète, mais diabète de type 2 dans ce cas-là. L'allopathie, la médecine conventionnelle, à l'instar de la médecine traditionnelle évidemment, pour vous défendez, la médecine conventionnelle, qu'est-ce qu'elle propose actuellement? Et est-ce que ce qu'elle propose comme traitement, j'imagine traitement médicamenteux, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est juste symptomatique ou ça a des vertus avec les nouvelles recherches, les nouvelles technologies? Est-ce que ça a des vertus thérapeutiques à long terme? Alors, la réponse est non. Je, je, je précise tout de suite que je ne suis pas quelqu'un qui démolit tous les traitements de la médecine traditionnelle. Euh, voilà, quand vous avez je sais pas moi, une pneumonie, 42 fièvre, voilà, et qu'on vous donne un antibiotique, ben voilà, ça sauve des vies. Euh, Bon, le problème, c'est qu'on donne maintenant des antibiotiques dès qu'on a 37 et demi et une petite pathologie virale. Ça, c'est voilà. Mais bon, ceci dit, les antibiotiques sont parfois nécessaires, rarement, mais parfois nécessaires. Mais en ce qui concerne le traitement des pathologies auto-immunes, là, on va droit dans le mur avec la médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que euh, pour le traitement des pathologies auto-immunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent de donner un immunosuppresseur. Alors, le plus classique et le plus connu des immunosuppresseurs, c'est la cortisone, que Mhm. tout le monde connaît. Mais sinon, vous avez des immunosuppresseurs encore plus puissants, comme l'Immurel, l'Immuran, et toutes des choses comme ça. Et ces traitements-là sont catastrophiques parce que effectivement, ça aide un peu au niveau de la maladie auto-immune, puisque une maladie auto-immune, c'est trop d'immunité, mais non souhaitable. Et donc, vous donnez un immunosuppresseur, ça veut dire que vous mettez un couvercle sur l'immunité. Donc, ça aide pour les maladies auto-immunes. Mais ça aide en faisant des dégâts. Je ne dois pas vous expliquer les dégâts d'une personne qui va prendre de la cortisone de façon chronique. Vous allez voir qu'elle va gonfler, elle va prendre du poids, elle va pouvoir faire un diabète, elle va fragiliser ses os. Enfin bon, voilà, c'est tous les effets secondaires de la cortisone. Quant aux personnes qui soignent les maladies auto-immunes en prenant des immunosuppresseurs, c'est encore pire. Euh, je m'amuse souvent, enfin je m'amuse, c'est entre guillemets bien sûr, quand par exemple, on m'amène un enfant ou une jeune fille atteinte d'une maladie de Crohn. Donc, vous avez quelqu'un devant vous qui a 14-15 ans et qu'on met sous immunosuppresseur. Je dis à la maman, mais est-ce que vous vous rendez compte euh, de ce qu'on fait à votre enfant? Et j'ouvre la Bible des médicaments, le Vidal par exemple en France, et je vais voir à Immuran ou Immurel, immunosuppresseur, voilà, on montre tous les effets secondaires. Et puis, il y a une petite phrase en tout petit, hein, il faut mettre ses lunettes pour arriver à bien la voir. Et cette phrase, elle dit, ce traitement à long terme peut favoriser l'apparition d'un cancer. Voilà. Alors, effectivement, ben, c'est normal. Vous mettez un couvercle sur l'immunité pour traiter l'excès d'immunité de la maladie auto-immune. Mais vous n'oubliez quand même pas que l'immunité est importante, notamment pour nous défendre des cellules cancéreuses. Donc, si vous mettez un couvercle sur l'immunité, bon, si c'est quelques jours, quelques mois, passe encore, mais si c'est pendant plusieurs années, après, il ne faut pas s'étonner que les gens, leur maladie de Crohn, ben, elle va mieux, mais ils ont un cancer du sein à 33 ans. Hein. Euh, donc, ces traitements-là, pour moi, sont catastrophiques et à éviter, d'autant plus que maintenant, avec l'expérience que j'ai, je peux vraiment affirmer qu'il existe des alternatives pour traiter les maladies auto-immunes en médecine naturelle qui fonctionnent très bien et qui ne présentent aucun effet secondaire. En plus, vous nous avez bien expliqué que c'était a priori multifactoriel, donc il fallait faire une prise en charge globale de l'individu, Mhm. du patient, aussi bien émotionnel, physique, psychique
sociale, et etc. Donc il y a toute une prise en charge globale à envisager. Mais est-ce que euh, moi je me mets à la place d'un patient. Je ne me souhaite évidemment pas une pathologie auto-immune, loin s'en faut, mais qui se retrouve devant son médecin et qui, le médecin, dans toute sa sagesse, lui dit, vous allez prendre tel médicament, tel médicament, tel médicament, et le patient va s'opposer d'une certaine manière en disant, mais est-ce que ce serait possible de prendre, je sais pas, du curcuma, du gingembre, ou de la vitamine C, ou je ne sais quel autre traitement naturel que vous allez nous évoquer tout à l'heure? Comment opposer des arguments au corps médical, omniscient par définition, pour que la personne, le médecin, puisse ouvrir un tout petit peu. Comment on peut aider nos abonnés à ce qu'ils soient accompagnés quand même par un médecin, mais le plus naturellement possible. C'est une question piège aussi. Je suis désolé, docteur Schmitz, parce que vous, comme Non, vous avez... non, je vis ça tous les jours. Je vis ça tous les jours. Pourquoi? D'abord parce que j'ai énormément de patients français qui viennent me voir et ils se trouvent confrontés exactement à ce que vous citez là. Euh, bon, déjà, ils font la démarche de venir me voir. Ça veut dire que ce sont des gens intelligents, qu'on réfléchit, qui ne vont Hmm. pas avaler de la cortisone ou un immunosuppresseur parce que le grand professeur l'a dit et sans se poser de questions. D'accord? Et donc, ces gens-là viennent me voir en disant est-ce qu'on peut pas faire autre chose de moins catastrophique que ça? Je leur explique, bien sûr, oui, on peut le faire. Et après, ben, ces gens, soit ils vont revoir le grand spécialiste et ils ne disent rien. Ils disent oui, docteur, je prends bien votre cortisone et votre immunosuppresseur. Et le docteur va dire ah, ben vous voyez, vous allez mieux, hein, c'est grâce à ça, n'est-ce pas? Voilà. Soit ils disent quelque chose et ils se font éjecter, ils se font foutre dehors du cabinet du grand spécialiste. Alors parfois, il y a des médecins intelligents qui se disent tiens, ça m'intéresse ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, je connais pas, voilà. Mais c'est plutôt rare. Euh, voilà, donc pour les patients, je me mets à leur place, c'est pas facile. Il faut presque, je dirais, se soigner en cachette. Euh, et voilà, c'est pas simple pour les gens. Et malheureusement, je n'ai pas de conseils à donner. Moi, je n'empêche pas les gens de parler à leur médecin spécialiste du traitement qu'ils suivent chez moi, d'autant plus qu'ils donnent de bons résultats, mais avec le risque que ça abîme la relation, que ça coupe la relation, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, mais de toute manière, on est là. Il y a presque 500 personnes qui vous écoutent ce soir, sans compter les personnes qui vont voir ce magnifique webinaire en replay. Nous sommes là pour donner des orientations, des pistes et des moyens de réflexion. Et justement, vous allez, au gré de vos lettres, de vos livres, je sais que vous avez commis de magnifiques livres pour donner les meilleurs conseils possibles à vos patients. Euh, ces personnes-là vont devenir de plus en plus acteurs. Alors, il y a deux phases, à mon sens, si vous le permettez, dans cette prise en charge des maladies auto-immunes. Il y a d'une part éviter de tomber malade, donc tout ce qui sera l'aspect préventif. Et après, hélas, la personne a été détectée avec un Hashimoto, avec un diabète, avec une maladie de Crohn ou avec une fibromyalgie ou une autre polyarthrite rhumatoïde. Là, on va essayer de serrer comment les aider au mieux. Alors, déjà, dans un premier temps, il y a une question qui a été posée, pardonnez-moi, je ne me souviens, il y a tellement de questions qui passent, j'ai pas noté le nom, mais c'est pas grave, vous m'en excuserez. Déjà, euh, vous avez dit que tout était initié par, a priori, un intestin qui semblait être pour eux. Quelles sont les principales manifestations ou principaux signes ou symptômes qui pourraient nous faire penser que notre intestin est poreux et que nous pourrions, en traitant cette porosité de l'intestin, éviter un certain nombre de pathologies, parce qu'on imagine bien qu'il n'y a pas que la maladie auto-immune, il y a les allergies, il y a d'autres choses qui peuvent être liées à la porosité intestinale. Alors, quels sont les principaux signes, manifestations ou symptômes? C'est Francine et Josiane, merci la technique. Euh, Quels sont les principaux signes qui nous font penser à une pathologie de l'intestin, à une porosité de l'intestin, pardon. Voilà, mais effectivement, il y a des signes que je vais citer, mais malheureusement aussi,
il y a beaucoup de gens qui ont un intestin poreux et qui ne présentent aucun signe d'appel, en tout cas au niveau intestinal. Hein. Euh, donc, on peut avoir un intestin poreux, malheureusement, sans le savoir. Hmm. Maintenant, les signes classiques de l'intestin poreux, puisqu'on a un intestin qui est dans une espèce d'inflammation permanente, d'inflammation chronique, eh bien, ça peut donner des, euh, des alternances de constipation suivies de diarrhée. Ça peut donner des ballonnements parce qu'il y a beaucoup de fermentation et beaucoup de putréfaction dans l'intestin. Ça peut donner des douleurs, des crampes intestinales. Voilà, ça, ce sont des signes qui doivent attirer l'attention, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens aussi qui ont un intestin poreux et qui n'ont pas tous ces symptômes intestinaux, mais qui ont les symptômes de la maladie auto-immune. Oui. Alors, s'il y a une possibilité de prendre en charge ça, par quoi pourrait-on commencer? Pour réparer l'intestin abîmé, Déjà dans un premier temps. voilà. Bon, ben, pour réparer l'intestin abîmé, ben, il y a une chose qui est primordiale. Il faut arrêter l'alimentation inflammatoire qui enflamme Mhm. l'intestin. Hein. Parce que si vous continuez avec ce mode d'alimentation-là, vous pouvez prendre les meilleurs produits au monde, ça ne servira strictement à rien. Mhm. Donc, il faut faire une réforme alimentaire. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant ou pas. Oui, tout à Euh, fait. voilà, mais donc, il faut passer à une alimentation un petit peu comme l'était celle de nos ancêtres, l'homme préhistorique, c'est-à-dire nos ancêtres consommaient de la viande, du poisson, des fruits et des légumes. Hein. Mhm. Euh, ils ne consomment par exemple pas des produits laitiers euh, et pas de céréales. Donc vous m'avez compris et je suppose que beaucoup des auditeurs me voient venir avec mes gros sabots. La réforme alimentaire va demander l'arrêt de ces substances toxiques et pro-inflammatoires de l'intestin que sont particulièrement les produits laitiers d'origine animale. Euh, donc, tous les produits laitiers d'origine animale, hein, pas que le lait de vache, hein, on me pose souvent la question, et le lait de chèvre, et le lait de brebis, voilà, non, c'est moins grave, mais c'est quand même pas bon. Donc, si vous avez besoin d'utiliser du lait pour faire telle ou telle préparation, vous utilisez à ce moment-là un lait végétal, et là, vous avez le choix, le lait d'amande, le lait de riz, le lait de soja, les lait de noisettes, voilà, tout ce qui est lait végétal ne pose aucun problème. Euh, et alors, malheureusement aussi, la problématique du gluten. Euh, le gluten, bon, voilà, c'est un aliment qui est pro-inflammatoire. Alors, tout le monde n'a pas de problématique avec le gluten, donc dans ce cas-là, ça va. Mais quelqu'un qui a une maladie auto-immune, ben, par définition, il a un souci avec le gluten. Et je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, et comme je leur dis souvent, ben, dites un petit peu à un Français en consultation qu'il doit arrêter la baguette et le croissant. Euh, c'est pas simple, hein, mais bon, voilà, c'est des choses par lesquelles il faut passer, surtout pour les gens qui sont malades. Donc, cette réforme alimentaire, euh, produits laitiers et gluten est fondamentale, mais c'est pas la seule chose. Il faut aussi euh, changer sa manière de cuire les aliments. Vous allez privilégier un maximum de cru, ou alors s'il faut cuire les aliments, pas des cuissons extrêmes, bien entendu pas de micro-ondes qui est catastrophique, mais vous allez privilégier des cuissons vapeur, des cuissons à basse température. Et là, vous avez des beaux outils. Je ne vais pas faire de la pub pour telle ou telle marque, mais bon, il y a de belles choses qui se font en matière de cuisson basse température et qui sont vraiment intéressantes. Euh, et puis, il y a certains aliments qui sont, on n'y pense pas souvent. Par exemple, si il y a des gens qui sont atteints de la maladie Crohn qui écoutent,
eh ben, un crône, l'aliment le plus toxique, faut y penser, il faut le savoir, c'est le maïs. Ne donnez jamais de maïs à un crône. Il sera impossible qu'il guérisse. Voilà. Donc, il y a toute une série de réformes alimentaires qui n'est pas compliquée. Il faut en fait manger comme mangeaient nos ancêtres, l'homme préhistorique, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des fruits et des légumes. Voilà. Mm. Euh, donc, c'est à Alors, la fois simple et pas trop compliqué. est-ce, on jette le haro sur le lait, effectivement, les produits laitiers. Est-ce que vous avez une explication au fait que les produits laitiers, alors le gluten, je considère que c'est a priori une protéine qui est difficile à digérer parce qu'elle est transformée, mais les produits laitiers, pourquoi tant de haine sur ce produit qui est tellement bien vendu et tellement vendu dans le sens marketing du terme? Pourquoi est-il à ce point mauvais pour nous? Alors, il y a plein d'explications possibles, non pas possibles, certaines d'ailleurs, à la toxicité des produits laitiers. Donc, vous avez le fait que euh, les produits laitiers d'origine animale, hein, je précise toujours, contiennent énormément de caséine. La caséine, c'est une protéine et qui est très irritante et inflammatoire pour l'intestin. Euh, Outre la caséine, les produits laitiers contiennent une autre substance que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu parler, c'est un sucre qu'on appelle le lactose. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont intolérants au lactose. C'est bien la preuve que c'est une substance qui est toxique pour nous. Le lactose, on est censé le digérer quand on est un jeune enfant, et puis à partir de 2-3 ans, on n'est plus fait pour digérer le lactose. Malheureusement, quand vous entendez les bêtises qui sont racontées de nos jours, je revoyais une émission l'autre jour où un professeur conseillait à sa patiente de 85 ans de consommer beaucoup de lait pour prévenir son ostéoporose. Ça me fait hurler de rire. D'abord parce qu'à 85 ans, on n'est plus fait pour avaler et digérer le lactose. Et en plus, on se trompe complètement parce que le lait, ce mythe lait calcium est complètement ahurissant. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Euh, les, les produits, les produits laitiers sont les plus consommés, c'est dans les pays scandinaves, aux États-Unis et en Angleterre. Quels sont les pays où on a le plus d'ostéoporose? C'est dans ces pays-là. Où consomme-t-on le moins de produits laitiers dans le monde? C'est chez les Bantous. Qui a le moins d'ostéoporose? Ben, ce sont les Bantous. Donc, ça n'a rien à voir, ce mythe calcium, lait, ostéoporose. C'est voilà, c'est complètement dépassé. Ce qui compte, c'est la vache. La vache, quand elle est un petit veau et puis qu'elle devient une grosse vache euh, et avec de beaux gros os, ben, qu'est-ce qu'elle mange, la vache, hein? Elle mange de l'herbe. Voilà. Donc, le calcium, le bon calcium, ben, vous allez le trouver notamment dans les légumes verts, beaucoup plus que dans les produits laitiers. Parce que, pour répondre à votre question, autre toxicité des produits laitiers, outre la caséine, le lactose, c'est que les produits laitiers, comme vous le savez, sont très acidifiants pour l'organisme. Mhm. Quand vous consommez du lait, vous vous acidifiez. Et donc, quand vous acidifiez un organisme, il doit aller chercher de quoi se rebasifier. Et donc, la plus belle réserve d'alcalin dans notre corps, c'est quoi? Ben, c'est les eaux. Donc, quand vous consommez du lait, vous vous acidifiez, donc vous vous déminéralisez. Et enfin, et puis je vais m'arrêter là, ouf, pour la toxicité du lait, le lait, le lait contient des facteurs de croissance, mais qui sont destinés aux veaux et qui ne sont pas destinés à l'être humain. Euh, voilà, donc relisez les écrits à ce sujet, ou revoyez les conférences de mon ami, le professeur Henri Joyeux, il explique ça très bien, avec son accent méridional, voilà. Il dit les facteurs de croissance
dans le lait de vache, ils sont destinés au veau. Mais le petit veau, euh, entre sa naissance et l'âge d'un an, eh ben, il grossit de 20 ou 30 kilos, mais il est toujours aussi con. Hein. Mais oui, il a raison, il a raison. Et oui, mais bon, on rit de ça, mais Non. quand vous savez que vous avez dans les cancers les plus fréquents de nos jours, chez la femme, le cancer du sein, chez l'homme, le cancer de la prostate, ce sont des cancers hormonodépendants. Et donc, les grands consommateurs de lait, donc avec des produits bien riches en facteurs de croissance, et un facteur de croissance, ça, je pense que le terme doit vous chatouiller l'oreille, ça fait croître, c'est de la croissance. Donc, on est vraiment dans le domaine du cancer. Donc, quand vous consommez beaucoup de lait, beaucoup de facteurs de croissance, vous faites le lit du cancer. On nous pose beaucoup de questions, on vous pose beaucoup de questions sur les modes de cuisson. Alors, est-ce que vous avez évincé le, le micro-ondes, dont acte? Vous avez évoqué pardon, la cuisson douce, donc la vapeur, a priori, et la vapeur est un mode de cuisson. Est-ce Oui. que la poêle, la marmite, pardon, pas la marmite, oui, si c'est la marmite, sont des bons modes de cuisson? La poêle, la friture, etc. Mais en fait, ce qu'il faut éviter, c'est des cuissons qui amènent des aliments avec des très hautes températures, parce que ça provoque une réaction qu'on appelle les corps de Maillard. Mhm. Euh, c'est ces espèces de carbonisation des sucres. Vous voyez, quand vous faites cuire un steak ou une côte de veau dans une poêle, dans du beurre, euh, Mhm. à un moment donné, quand vous montez la température, ben, vous avez ce que malheureusement beaucoup de gens aiment, cette sauce un peu brunâtre qui commence à se former euh, et bon, qui peut être bonne au goût, mais qui est très mauvaise pour la santé parce que c'est rempli de ce qu'on appelle ces corps de Maillard. Et donc, plus vous utilisez des modes de cuisson euh, qui vont faire appel à des hautes températures, plus vous avez production de ces corps de Maillard. Donc, l'avantage de la cuisson à la vapeur, ben, c'est qu'on reste aux alentours de 100 degrés. On n'est pas dans des 200, 250, 300 degrés. Un barbecue, c'est délicieux, mais c'est d'autant plus délicieux que vous avez cette carbonisation, etc., mais vous remplissez l'aliment de corps de Maillard. Alors de nouveau, je sais que c'est la fin de l'été et je suis le premier à avoir mangé quelques barbecues, mais ce n'est pas le mode de cuisson idéal, bien entendu. L'idéal, c'est un maximum de cru, comme le faisaient nos ancêtres. Et quand on doit cuire des choses, eh bien, vous utilisez la cuisson à la vapeur. Et puis, vous avez un appareil, je vais me permettre de le citer parce que je le Oui, trouve formidable. Je peux. oui, oui, bien sûr, sans problème. Voilà, c'est un appareil d'ailleurs qui est présenté dans beaucoup de salons bio et de médecine naturelle. C'est l'Omnicuiseur Vitalité. Avec, Mhm. avec cet appareil, vous pouvez faire plein de choses. Vous cuisez à basse température et c'est délicieux. Euh, le jour où vous allez cuire un poulet à basse température ou un rôti de veau, un rôti de bœuf ou un poisson dans l'Omnicuiseur Vitalité, vous allez avoir une saveur extraordinaire et vous avez des aliments qui cuisent doucement, gentiment, sans les dénaturer. Parce que ce que je n'ai pas parlé aussi, c'est que comme vous le savez, plus vous montez en température, il n'y a pas que les corps de Maillard, mais plus vous détruisez les vitamines. Mhm. Euh, donc plus vous chauffez, plus vous mangez des aliments vides, morts, dans lesquels il n'y a plus de bonnes choses. Vous les videz des bonnes choses. Et donc voilà, le fait de manger cru ou de cuire à basse température permet de préserver un maximum de nutriments, de vitamines. Alors, vous avez jeté du lait sur le feu, si j'ose dire, avec les produits laitiers. On me pose des questions sur crème fraîche, beurre, yaourt, fromage.
quand même yaourt de brebis et de chèvre, etc. Donc, beurre, déjà, possible, pas possible? Alors, je suis ce que j'appelle un médecin modéré. Donc, effectivement, les produits laitiers, quels qu'ils soient d'origine animale, ne sont pas bons pour la santé. Donc, je pense que ça ne va pas changer votre vie si je vous dis qu'il faut arrêter de boire du lait. Malheureusement, il y a plein de gens qui boivent du lait, à la limite même pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que leur docteur leur a dit que c'était bon pour la santé. Hmm. C'est faux, c'est très mauvais pour la santé. Donc déjà, arrêtez de boire du lait. Après, quand un patient me dit, et je pense de nouveau aux patients français, quand un patient me dit, docteur, j'aime le fromage, un petit morceau de fromage, je peux pas me passer d'un morceau de fromage. Mais je dis, OK, mangez votre petit bout de camembert ou un bout de brie si ça vous fait plaisir. Parce que se faire plaisir dans la vie, c'est aussi quelque chose de très important pour rester en bonne santé. Mais mettez dans votre tête que votre morceau de fromage, c'est un aliment plaisir, mais ce n'est pas un aliment santé. C'est C'est pas la ça. même chose. D'accord? Voilà. Donc, Donc, le beurre, oui, vous pouvez manger un peu de beurre quand c'est nécessaire, un bon beurre de ferme, euh, voilà, en quantité raisonnable. Les yaourts, c'est discutable parce que c'est quand même des produits laitiers d'origine animale, même si dans certains on y retrouve des bonnes bactéries pour l'intestin, etc. Voilà. Donc moi je préfère éviter, mais si vous allez faire une dépression parce que vous ne mangez pas votre petit yaourt, ben ok, mangez-le. Mais s'il vous plaît, arrêtez de boire du lait et ne mettez pas du lait dans votre café. C'est absolument pas nécessaire. Le café est bien meilleur sans lait. Et le thé aussi d'ailleurs. alors, après, pour certaines personnes, vous avez parlé de viande, de poisson, de légumes et de fruits. Pour certaines personnes, la viande, pour des raisons éthiques, déontologiques, de goût ou des préservations de la planète, plein de choses respectables, la viande ne fait pas partie de leur alimentation. Est-ce que c'est préjudiciable? Pas préjudiciable? Peut-on être carencé et donc éventuellement aggraver une pathologie ou déclencher une pathologie auto-immune? Et par quoi la remplacer? Bon, alors après ça, on rentre presque en religion là, hein, avec je suis vegan, je suis végétarien, je mange pas de viande, mais quand même bien du poisson ou rien du tout. Voilà. Donc moi, ma position est que l'alimentation idéale, c'est celle de nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs, qui mangeaient de la viande, du poisson, des fruits et des légumes. Alors, je sais que la viande de nos ancêtres et les poissons de nos ancêtres n'étaient pas pollués par le mercure et n'étaient pas piqués aux antibiotiques et aux hormones de croissance. Tout ça, je le sais. Donc, c'est pourquoi en ce qui concerne la viande, en tout cas, moi, je ne consomme que de la viande bio. Alors, la viande reste, quoi qu'on en dise, la meilleure source de protéines. Euh, voilà. Bon, il y a aussi des viandes qui sont meilleures que d'autres. Donc, ne consommez pas trop de viande grasse comme le bœuf, le porc, etc. Privilégiez plutôt des viandes maigres comme le poulet ou les volailles qui sont des Mhm. viandes maigres et qui sont une bonne source de protéines. Oula, oula, excusez-moi. Mangez aussi du poisson, très bonne source de protéines. Maintenant, si vous ne voulez pas du tout manger de la viande et du poisson, il faudra manger donc beaucoup de légumes, privilégier les légumineuses et alors pensez toujours pour un bon apport de protéines aux œufs. Mais Mhm. les œufs des poules qui sont élevées en plein air, bio, enfin, etc., etc. Voilà. Alors, après, sur l'alimentation, on n'a pas encore parlé du traitement, des traitements phytothérapie, enfin tous les traitements d'accompagnement que vous avez. Sur les végétaux, est-ce que vous avez quelque chose de particulier
à conseiller? On est toujours dans le cadre des pathologies auto-immunes. Donc, dans votre réforme alimentaire, on a bien vu que produits laitiers, gluten, les modes de cuisson étaient vraiment très très particuliers. On a eu votre point de vue sur les végétaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voulez évoquer sur les végétaux? Sur les végétaux, moi, je suis open à tout, hein. Vous savez, Mm, moi, si les gens suivent mes recommandations en ce qui concerne le gluten, les produits laitiers et les modes de cuisson, etc., je mm, suis le plus heureux des médecins. mm. Après, je vais pas leur dire euh, manger des tomates plutôt que des salades ou les épinards. Tous les végétaux, pour moi, sont intéressants et la plupart des fruits également. Éviter peut-être des fruits qui sont à indice glycémique trop élevé, trop sucré, comme le raisin, comme la pastèque, comme la banane, mais tout ce qui est tout ce qui est pomme, tout ce qui est fraise, tout ce qui est kiwi, tout ce qui est agrumes, pamplemousse, etc., sont excellents pour la santé. D'accord, Donc moi, non, pour répondre à votre question, je n'ai pas de restriction au niveau des végétaux. d'accord. Donc là, c'est le cadre alimentaire de base que vous mettez en place. Alors, Oui. partant de là, on parle aussi bien de prévention que d'accompagnement du soin. Est-ce que vous avez euh, des attitudes particulières sur la phytothérapie, sur vous avez parlé de l'homéopathie, de la phytothérapie, éventuellement des huiles essentielles. Quels sont les principaux conseils que vous pouvez donner sur l'accompagnement des pathologies auto-immunes? Est-ce qu'il y a des grandes règles à respecter pour ces pathologies-là? Ben, j'utilise j'utilise un produit issu de la phytothérapie qui est mon traitement privilégié des maladies auto-immunes, Hmm. qui est le fameux Moducare Ah, dont je parle depuis des années. Euh, attention d'ailleurs, j'en profite, c'est que il y a sur Internet des copies du Moducare qui ne ah, fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas bien. Donc, essayez de trouver le Moducare C. C'est important parce que le Moducare, c'est une combinaison de stérol et de stéroline. Et la recherche des Sud-Africains, puisque c'est un produit qui a été inventé par les Sud-Africains, par d'ailleurs des immunologistes, le professeur Patrick Bouick, que j'ai rencontré personnellement, qui est immunologiste à l'université de Stellenbosch au Cap. Euh, Ils ont fait des études très pointues, ce qui est rare sur un produit naturel, et qui ont montré que le Moducare n'avait ses propriétés immunitaires qu'à condition que le rapport entre les stérols et les stérolines soit bien précis. Euh, D'ailleurs, ils le gardent plus ou moins secret, ce rapport hmm, stérol-stéroline. Mais malheureusement, les copies que l'on trouve sur Internet n'ont pas ce rapport idéal entre stérol et stéroline, et donc vous risquez d'avoir des résultats décevants. Par contre, quand vous utilisez l'original, donc le Moducare C, euh, vous avez, pour moi, le meilleur traitement actuellement disponible au monde pour soigner une maladie auto-immune. Et en plus, c'est un traitement naturel, donc sans effet secondaire. alors, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous expliquer le fonctionnement alors, j'imagine qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt avec le produit de votre part, j'imagine. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt, si ce n'est que euh, c'est moi qui, il y a 20 ans, ai trouvé ce produit en Afrique du Sud. Mhm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 20 ans, je tombe sur un papier expliquant le Moducare, son mode d'action, etc. Mais je me dis, mais c'est incroyable, c'est ce produit, si c'est vrai, c'est la quête du Graal de l'immunologie. Euh, je vais vous expliquer pourquoi j'emploie ce terme quête du Graal de l'immunologie. Et donc, je me dis, bon, ben ça, il faut que je me renseigne, il faut que j'aille voir ça de plus près.
Et donc, effectivement, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai rencontré les gens, j'ai rencontré Patrick Buick, qui est le chercheur qui a fait toutes ces recherches. Et je suis donc revenu avec du Moducare que j'ai testé dans un premier temps auprès de mes patients et avec des résultats incroyables. Donc, comme moi je suis médecin et je ne suis pas patron de laboratoire, j'ai parlé de ce produit parce que ce produit n'était pas vendu en France ni en Belgique, dans les pays francophones, pas connu. Donc j'en ai parlé à deux directeurs de laboratoire qui, depuis 20 ans maintenant, importent ce produit, mais directement depuis chez les Sud-Africains, donc ceux qui l'ont mis au point. Voilà. Et donc, actuellement, il y a deux laboratoires qui travaillent, on va dire, un Moducare fiable, valable, avec lequel j'ai des résultats. Et voilà, donc je vous ai dit, l'un des laboratoires, il est sous le nom de Moducare C. Et lui a ce fameux bon rapport entre stérol et stéroline, et c'est avec celui-là qu'on a des résultats dont je vais vous parler dans les maladies auto-immunes. Mais justement, parce que j'aimerais, comme c'est le sujet de ce soir, ça me semble très très important, en dehors des conseils alimentaires, d'hygiène de vie que vous avez donnés, c'est quand même très très important de donner des pistes comme ça solides avec un produit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il est fait, en quoi il consiste et comment il fonctionne sur le corps et pourquoi vous avez obtenu tant de bons résultats? Voilà. Alors, vous savez que expliquer le système immunitaire, c'est très, très compliqué. Même les médecins ont du mal avec le système immunitaire. Pardonnez-moi, Dr. Schmitt, juste, je précise à nos abonnés que ce n'est pas une conférence pour vendre un produit, Pas d'accord? du Nous ne tout. sommes Non, pas non. là, vous n'aurez pas d'offre à la fin pour vous dire achetez ce produit, Oui, etc. C'est juste une explication saine et bienveillante de Dr. Schmitt parce que ce produit fonctionne et parce qu'il est là pour expliquer en quoi consistaient les pathologies auto-immunes. Voilà, ma parenthèse est fermée. Pardonnez-moi pour cette interruption. Je vous écoute. non, pas du tout, mais c'est important, effectivement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être malade de deux manières de votre système immunitaire. Soit le système immunitaire est trop bas, trop faible. Vous êtes donc en hypoimmunité. Vous avez le cancer, vous avez le sida, vous êtes tout le temps malade, votre enfant est tout le temps malade, vous avez hépatite B, hépatite C, vous avez un herpès qui revient tout le temps, sans arrêt, qui vous empoisonne la vie. Vous êtes donc en manque d'immunité. D'accord? Ça, c'est une chose. Vous pouvez être malade de votre système immunitaire parce qu'il travaille trop fort. C'est l'exemple type des maladies auto-immunes qui vous détruisent. Votre propre système immunitaire vous détruit. Mais on pourrait prendre aussi l'exemple des allergies. Une allergie, c'est une exacerbation du système immunitaire. Je donne toujours cet exemple. Vous mettez 10 personnes assises sur une chaise, vous leur mettez un chat sur les genoux, vous avez 9 personnes qui sont bêtement assises sur une chaise avec un chat sur les genoux, et vous avez la 10e qui est en train de s'étouffer et de faire une crise d'asthme. Hein. Alors que c'est des bêtes poils de chat, ça n'a rien de rare. Votre système immunitaire ne devrait normalement pas s'emballer pour ce genre de choses. Voilà. Mais donc c'est un excès d'immunité, mais non souhaitable. Alors, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, la médecine est impuissante. Si vous êtes en manque d'immunité, est-ce que vous connaissez un cancérologue, quand vous allez le voir pour un cancer, qui vous parle de votre immunité? Non, il vous parle de chirurgie, il vous parle de radiothérapie et il vous parle de chimiothérapie. Mais personne ne vous parle de votre immunité. On est d'accord? Bien. Quand vous allez voir avec votre enfant, vous voyez arriver l'hiver et vous savez que ça va être de façon incessante, sinusite, bronchite, laryngite, otite, angine, etc. Vous allez voir votre médecin généraliste et vous dites
catastrophe, l'hiver arrive, mon enfant va être tout le temps malade. Ah ben madame, quand il sera malade, venez me voir, on lui donnera des antibiotiques, n'est-ce pas? Voilà. Personne ne fait rien pour le système immunitaire, pour lui, pour le remonter. À l'inverse, quand vous allez voir un spécialiste avec une maladie auto-immune, il vous dit ah là je peux faire quelque chose, je peux abaisser cette immunité qui vous dérange, je vais vous prescrire de la cortisone ou un immunosuppresseur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est bourré d'effets secondaires et c'est catastrophique. Tout le génie du Moducare, et c'est dans le nom. Pourquoi ils ont appelé les Sud-Africains ce produit Moducare? C'est le début qui est important, Modu, parce que c'est un produit qui module l'immunité. Et c'est ça, j'en reviens à ma phrase, la quête du Graal de l'immunité. Vous vous rendez compte que le Moducare est un produit que je peux aussi bien prescrire à un cancéreux qui est en manque d'immunité, comme je peux le prescrire à une maladie de Crohn, une fibromyalgie ou quoi qui est une maladie auto-immune. Pourquoi? Parce qu'il va moduler l'immunité. Il va donc relever la bonne immunité de défense, ce qui sera utile chez le cancéreux, le sidéen, la personne ou l'enfant tout le temps malade, et il va euh, abaisser juste cet excès d'immunité qu'on ne veut pas avoir, comme on l'a dans les maladies auto-immunes, mais sans mettre un couvercle sur l'ensemble de l'immunité. Donc, le Moducare, comme son nom l'indique, est un produit qui module l'immunité. Ça n'est pas un freinateur immunitaire, ça n'est pas un stimulant immunitaire, c'est un modulateur immunitaire. Voilà, ça c'est fondamental à bien comprendre. Alors, il est alors on va mettre le, parce que nos abonnés nous demandent le nom précis. J'aime bien la remarque d'Edith, ça s'écrit comment le modu trucmuche? Moducare. Mais on va là-dessus, on va Moducare, le mettre. M-O-D-U-C-A-R-E. Voilà. Et puis après, Modu- C, parce que il y a en plus un petit peu de vitamine C. Bon, c'est pas ça l'important dans le produit. L'important, c'est qu'il y ait la bonne proportion de stérol et de stéroline, comme c'est le cas dans le Moducare C. Et pourquoi ces deux produits fonctionnent si bien, la stéroline et Alors qu'est-ce que, ça, oui, vous êtes là? c'est quoi la question? Je vous Oui. demandais pourquoi ces principes actifs étaient si précieux, les principes actifs du Moducare. Voilà, comme je le dis souvent, euh, moi, ce qui m'importe, après, vous savez, dans un produit, on vous dit, il y a des stérols, il y a des stérolines, il y a ceci, il y a cela, il y a tel ingrédient, c'est fantastique, c'est merveilleux, etc. Bon, après ça, c'est pas pour ça que le produit fonctionne. Moi, mon critère, c'est je suis médecin, je suis sur le terrain et je soigne des gens atteints avec des maladies graves. Donc, il me faut des résultats et des produits qui fonctionnent. Après, les explications, mon Dieu, oui, c'est éventuellement intéressant, mais ce ne sont jamais que des explications de laboratoire qui mettent en avant tel ou tel argument. Ceci dit, je tiens quand même à préciser que je suis quand même dans la médecine naturelle depuis pas mal d'années. Vous savez que la grande différence entre les produits de médecine naturelle et les médicaments allopathiques, et c'est d'ailleurs ce on nous reproche, nous, avec nos traitements naturels, on vous dit oui, mais vous n'avez pas d'études cliniques. Ah, Alors que sur les médicaments chimiques, vous avez plein d'études cliniques. Or, je dis oui, c'est vrai, il y a plein d'études cliniques parce que les labos ont les moyens de financer des études cliniques et ils ont aussi le moyen de financer les chercheurs pour qu'ils fassent dire aux études cliniques ce qu'on a envie qu'elles racontent. Hein. Je ne vais d'accord. pas rappeler l'épisode du Mediator ou de tous les scandales sanitaires que l'on a déjà vécu. Par contre, Sans pour les problème. produits naturels, eh ben oui, on n'a pas d'études cliniques parce que ce sont des petits labos qui n'ont pas des millions à dépenser pour faire des études cliniques.
Si ce n'est que sur le Moducare, nous avons des études cliniques qui ont été réalisées au CAP, dans l'Institut d'immunologie à Stellenbosch, par entre autres le professeur Patrick Buick, et on a des études cliniques qui ont été publiées dans des revues scientifiques. Et je vais même aller plus loin. Il y a eu, je ne sais plus en quelle année, un congrès à Barcelone mondial sur le sida. Quand vous présentez un produit dans un congrès, en général, vous ne le présentez pas sous son nom commercial. Vous devez parler de la molécule active. Eh bien, le Moducare a été présenté à Barcelone par l'équipe de Stellenbosch et ils ont eu le droit de parler du Moducare, justement à cause des copies et des différences en stérol-stéroline que l'on trouve. Ils ont eu le droit de parler de leurs produits sous le nom de Moducare, ce qui est rarissime dans un congrès. Et donc, c'est un produit naturel pour lequel on a des études cliniques. Donc voilà, et moi, la meilleure des études cliniques, c'est mon utilisation depuis 20 ans sur de nombreux patients. Ça, pour moi, c'est la référence importante. Comme dit Chris, on s'en fout des études, on veut des résultats. Alors, si on est Voilà, amené exactement. à trouver ce produit, quelle en est la posologie? Combien de temps doit-on les prendre? Doit-on faire des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire s'arrêter pendant un temps pour pouvoir reposer éventuellement? Enfin, je sais pas, je dis des bêtises. Et y a-t-il des effets secondaires ou des contre-indications ou des interactions avec d'autres produits éventuellement pris? Voilà, toutes les questions dessus. Question très très importante. Et, euh, et je demande à tous les auditeurs qui voudraient prendre du Moducare C pour soigner une pathologie auto-immune d'être bien attentifs à ce que je vais dire. La posologie est pour un adulte, est de 3 gélules par jour. Un le matin, un le midi, un le soir. Et 3, c'est important. Je connais les patients dont la compliance n'est pas toujours exemplaire. Et ils disent, oh, le docteur a dit 3, ben, si j'en prends déjà 2, c'est déjà pas mal. Non, si vous n'en prenez que 2, vous n'aurez pas les résultats sur votre système immunitaire. Donc, si vous en prenez 2, c'est pas 2 tiers de l'effet, c'est 0 effet. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Donc, posologie, 3 gélules par jour. Mais ce n'est pas tout. Pour une raison que je vais vous expliquer, parce que quand on a l'explication, on le retient mieux. C'est un produit qui doit être pris obligatoirement à distance du repas. Ça veut dire, distance du repas, ça veut dire minimum 30 minutes avant de manger ou minimum 1h30 après avoir mangé, c'est-à-dire bien à distance des repas. Pourquoi? Parce que le Moducare contient des stérols et des stérolines. Qu'est-ce que des stérols et des stérolines? Ce sont une sorte, si vous voulez, de lipides végétaux. Donc, comme je l'explique à mes patients, quand vous avez les mains grasses, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez dans un lavabo et vous vous lavez avec du savon. C'est quoi du savon? C'est de la graisse. Donc, comme on dit dans notre jargon scientifique, la graisse complexe la graisse. Donc, la graisse détruit la graisse. Comme à tous les repas, sous une forme réelle, une salade à l'huile d'olive, ou une forme cachée, une simple tartine, vous avez de la graisse. Et comme la graisse complexe la graisse, si vous prenez le Moducare en même temps que le repas, c'est comme si vous mettiez votre gélule dans la cuvette du WC. C'est détruit. Voilà. Donc c'est fondamental que ce soit pris à distance du repas, donc minimum une demi-heure avant ou minimum 1h30 après. Alors, ce Moducare, vous allez aussi, je souris parce que je pense à un patient, mais c'est il y a longtemps, qui revient me voir après 2 mois d'utilisation du Moducare. Il avait une maladie auto-immune. Et je dis alors, monsieur, comment allez-vous? Il me dit, rien, je n'ai aucun effet. Ah, je dis,
vous ne prenez pas votre Modicaire à distance des repas. Docteur, je vous jure, 3 fois par jour, un grand verre de lait et je prends mon Modicaire. Depuis lors, je précise, et avec un verre d'eau, n'est-ce pas? Parce que si vous prenez du lait, déjà que c'est pas bon pour l'intestin poreux, en plus c'est un lipide, donc vous détruisez complètement le Modicaire. Donc avec un verre d'eau, vous prenez le Modicaire, et alors, après, pensez toujours, nous avons des auditeurs fans de compléments alimentaires. Donc je suis sûr que parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui doivent prendre des, des gélules d'oméga 3, d'huile de poisson, du curcuma liposomé, ou tout ce que vous voulez, de la vitamine C liposomée. Excellent produit, tout ça, c'est merveilleux, mais c'est des produits huileux. Donc, vous pouvez les prendre, mais à distance du Modicaire, 30 minutes avant ou 1h30 après. Fondamental. Sinon, vous n'aurez pas les résultats dont je vous parle. Y a-t-il des contre-indications ou des effets secondaires? Alors, vous n'avez aucun effet secondaire avec le Modicaire, c'est ça qui est génial. Vous pouvez le donner à un enfant en manque d'immunité, tout le temps malade, sauf que vous ne donnerez peut-être pas à ce moment-là 3 gélules par jour, mais 2 ou 1 en fonction de l'âge de l'enfant. Vous pouvez ouvrir la gélule, mais vous ne le mettrez pas dans le biberon de lait, qui de toute façon est mauvais, mais dans de l'eau, ça j'ai bien précisé. Vous pouvez donner le Modicaire à un vieillard ou à un cancéreux qui ne pèse plus de 42 kilos, aucun souci, c'est bien digéré, c'est bien toléré, voilà. Euh, donc, il y a zéro effet secondaire. Il y a juste une contre-indication, mais qui est logique, si vous avez subi une greffe. Donc, si on vous a mis un nouveau cœur, un nouveau poumon, un nouveau rein, voilà, vous savez que tous les gens que l'on greffe, on leur donne ce qu'on appelle un immunosuppresseur pour éviter le phénomène de rejet. Donc, comme le Modicaire n'est pas immunosuppresseur, il n'est pas immunostimulant, mais il est immunomodulateur, il ne va quand même pas bien se marier avec un traitement de quelqu'un qui a été greffé. Voilà. Donc, c'est la seule contre-indication, c'est la greffe. Et alors, encore, je parle des grosses greffes, hein. C'est pas parce qu'on vous a fait une petite greffe de cornée ou une greffe d'un tendon, ça, il n'y a pas de souci. Je parle des grosses interventions, des grosses greffes que l'on peut faire de temps en temps. Voilà. Alors, vous nous dites que c'est absolument pas incompatible avec d'autres compléments alimentaires, puisque si nous avons envie de prendre des probiotiques, par exemple, pour pouvoir stabiliser notre flore intestinale, si nous voulons prendre des vitamines B, C, D, etc., il n'y a pas de contre-indication particulière. La seule chose que vous émettez, c'est pendant l'alimentation pour éviter que ça ne passe dans la cuvette directement. Voilà. Donc, vous séparez tous ces compléments alimentaires. D'ailleurs, ces compléments alimentaires, vous avez en général intérêt à les prendre au repas. Mhm. Et le Modicaire, vous allez le prendre en dehors des repas, à distance des repas, et comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. La question à 1000 francs, hein, à 1000 francs belges, euh, combien de temps doit-on prendre ce produit et à partir de quand peut-on sentir les premiers résultats? Alors, c'est une question auquel je ne peux pas répondre en tant que telle. Ça dépend ce que vous soignez. D'accord? Si, je vais prendre donc des exemples. Si vous soignez un enfant qui est trop souvent malade à votre goût et vous avez envie du mois de novembre jusqu'au mois de février, vous en avez marre de le voir faire des angines, des bronchites à répétition, eh bien vous allez le mettre sous Modicaire C durant les 3-4 mois d'hiver pour passer le cap difficile. À l'inverse, si vous avez le sida, qui est pathologie typique du manque d'immunité. Mais quand vous avez le sida, d'ailleurs, une étude a été faite en Afrique du Sud, toujours, et je vais même vous dire mieux que ça, le gouvernement sud-africain
rembourse intégralement le Moducare à tous ses patients sidéens. Parce que le gouvernement sud-africain a compris qu'il était beaucoup plus intéressant d'offrir le Moducare gratuitement à tous les sidéens plutôt que de les voir envahir les cliniques avec toutes leurs infections opportunistes qui coûtent très cher à la sécurité sociale. Donc en Afrique du Sud, tous les sidéens ont le Moducare gratuitement. Et donc quand vous avez une pathologie de ce type, ben, vous n'arrêtez pas. Donc il n'y a pas, pour répondre à votre question, il n'y a pas de fenêtre thérapeutique à faire ou de pause à faire. Quand maintenant j'ai un cancéreux, qui est aussi pathologie du manque d'immunité, quand j'ai un cancéreux qui me dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour mon immunité? Ben, je dis Moducare. Combien de temps je dois prendre le Moducare? Jusqu'au moment où on vous déclare guéri. Et qu'est-ce qu'on dit généralement? On est déclaré guéri d'un cancer quand au bout de 5 ans, on n'a plus de récidive, etc. Eh bien, donc je dis à mes patients cancéreux, vous prenez du Moducare pendant 5 ans. Voilà. Quand, je sais pas, quand, alors, puisque c'est le sujet de ce soir, quand vous avez le Moducare pour soigner une pathologie auto-immune, alors dans ce cas-là, euh, une pathologie auto-immune, c'est quelque chose de profond, qui impacte profondément l'organisme et ça se soigne pas en 8 jours. Il y a la réforme alimentaire qui se fait déjà sur quelques mois, tout ça prend du temps, et puis on introduit le Moducare qui va donc moduler tout ce système immunitaire qui est déréglé. Et donc, je suis clair avec mes patients, vous démarrez le Moducare pour une pathologie auto-immune, vous êtes parti pour 1 an. Et dans 1 an, on verra, on fera le point, on voit où on en est. D'accord? Mais ne rêvez pas, c'est pas qu'un jour ou 3 semaines de Moducare, hein, on est bien d'accord. D'accord. Donc, on n'oublie pas aussi, vous l'avez précisé, mais j'aime le répéter, c'est que ça nécessite quand même une prise en charge globale de son hygiène de vie, de sa réforme alimentaire, d'un petit peu d'activité sportive. Le Moducare, ce n'est pas un produit miraculeux qui fait qu'on peut manger des pizzas, des produits laitiers, etc. Et on prend Tout du à fait. Moducare. Bien. Mhm. Bien sûr, bien sûr, je pense que tous les gens qui, comme moi, tous les médecins et thérapeutes, naturopathes qui ont une vision holistique de la santé, ne peuvent pas se contenter de dire aux gens prenez du Moducare pour rééquilibrer votre système immunitaire si on continue à le déséquilibrer en continuant la malbouffe, les produits laitiers et le gluten. Donc, on est bien d'accord, tout ça est un tout. Euh, le problème, c'est que quand on fait juste la réforme alimentaire, c'est bien, mais chez beaucoup de patients, ça ne suffit pas. Rien que la réforme alimentaire les améliore déjà. Mais quand on y ajoute le Moducare, là, on passe encore à un cran supérieur. Ah. Je prends des cas d'espèce puisque nos chers abonnés nous posent des questions assez précises. Bruno, j'ai une sclérose en plaques avec un traitement à l'interféron. Puis-je prendre le Moducare? Oui, donc je prescris le Moducare dans toutes les pathologies auto-immunes. J'ai juste quelque chose, et je suis obligé de le dire par honnêteté. Donc, Hum, Moducare égale toutes les pathologies auto-immunes. hum, Juste dans la sclérose en plaques, pour une raison que l'on ignore. Chez certaines personnes, mais c'est rare, le Moducare peut aggraver les symptômes. Et on n'a pas d'explication. Et on a ça que dans la sclérose en plaques, pas du tout avec les autres pathologies. On s'est déjà réunis avec les Américains, les Sud-Africains, etc. On a réfléchi, on a essayé de voir est-ce que c'était dans les scléroses en plaques progressives ou lentes, ou voilà. On n'a pas trouvé de corrélation. En fait, on n'a pas d'explication. hum. Mais quand je vous dis que ça aggrave, c'est de façon nette. Je veux dire, vous êtes comme vous êtes, avec tel ou tel problème de marche ou urinaire ou quoi, de votre sclérose en plaques ou oculaire, vous prenez le Moducare et 3 jours après, vous descendez d'un cran. Hum. Dans ce cas-là, c'est clair, le Moducare, pour une raison qu'on ne sait pas, est contre-indiqué chez vous. Et donc à ce moment-là, on l'arrête et
on récupère ce qu'on a perdu. Donc, c'est pas de l'irréversible. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce que je dis là ne doit pas décourager des gens qui ont des scléroses en plaques de prendre du Moducare, parce que c'est rare. Je dirais sur 10 scléroses en plaques, vous allez en avoir 9 qui sont améliorées par le Moducare et une aggravée, cette petite aggravation qui est réversible par le Moducare. Donc, si vous dites pas de Moducare dans la sclérose en plaques, Oui. vous allez priver 9 personnes sur 10 d'un traitement vraiment génial. Voilà. Les traitements des personnes avec un accompagnement au lévothyrox, pas de problème. Doit-on diminuer, augmenter le lévothyrox? Est-ce que ça doit... Alors là, vous tombez sur un de mes grands coups de gueule Ah oui, que je fais régulièrement et qui montre, excusez-moi, hein, toute la connerie de la médecine allopathique dans ce qu'elle a de plus idiot et bête. Donc, tous les gens qui ont une pathologie de la thyroïde, que ce soit un Hashimoto, mais même l'hyperthyroïdie, c'est à au moins 90% des cas d'origine auto-immune. Ça, c'est bien prouvé, personne ne conteste ça. Donc, vous avez, par exemple, un Hashimoto, vous êtes en hypothyroïdie, et vous allez voir votre endocrinologue. Que vous dit votre endocrinologue? Il va vous dire, ah, ben, vous avez un problème de thyroïde. Oui, merci, ça, j'avais compris. Vous allez donc prendre du lévothyrox, qui est une hormone thyroïdienne. OK? Qu'est-ce que l'on fait quand on donne à un patient une hormone qu'une glande est censée produire elle-même? Eh bien, on la rend fainéante. ouais. Donc, tous ces gens qui ont un problème de thyroïde, parce que la thyroïde est attaquée par leur propre système immunitaire, on leur donne du lévothyrox qui va faire que la thyroïde va encore être plus mal en point parce qu'elle est toujours attaquée par le système immunitaire et qu'en plus, on lui dit, tu vas roupiller, tu peux devenir fainéante. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que tous ces gens sous lévothyrox doivent continuellement augmenter les doses de lévothyrox. C'est normal. Parce que, en fait, on n'a pas agi sur la cause du problème. Un Hashimoto, la cause du problème, ça n'est pas la thyroïde. La cause du problème, c'est le système immunitaire qui est déréglé. Et que fait l'endocrinologue pour soigner votre système immunitaire? La réponse, elle est en 4 lettres, R-I-E-N, rien. On est d'accord. Voilà, donc, malheureusement, beaucoup de mes patients, quand ils viennent me voir, ils sont déjà sous le lévothyrox. Donc, je leur explique tout ça. Je leur parle de la réforme alimentaire, je leur mets le Moducare et je leur dis, maintenant qu'on est dans le bon avec le traitement, on va pouvoir gentiment et à notre aise diminuer les doses de lévothyrox au lieu de continuellement les augmenter. Juste, il faut savoir que quand les gens viennent trop tard, ça veut dire quand ils ont le problème de thyroïde depuis trop longtemps, que le système immunitaire a détruit pratiquement toute la thyroïde, plus le lévothyrox qu'il a mis au repos, ben, il n'y a plus rien. La glande est morte. Donc, à ce moment-là, ben, c'est trop tard. L'intervention sur le système immunitaire, il faut essayer de la faire le plus tôt possible. On est d'accord? Donc, voilà. Et moyennant ce traitement-là, on a de bons résultats. Alors, on me dit souvent, OK, mais donc dans un problème de thyroïde, vous vous contentez de régler le système immunitaire. Ben, je dis oui, parce que c'est la cause du problème. Et vous ne donnez rien pour la thyroïde qui est mal en point. Oui, on peut faire quelque chose, mais pas du lévothyrox qui va la rendre fainéante. Il y a un autre produit naturel et j'en parle d'autant plus volontiers qu'il est d'un laboratoire avec lequel je n'ai jamais rien écrit, jamais rien fait pour eux. C'est un produit intéressant qui s'appelle le Tyrostim, qui nous vient des laboratoires CopMed et qui est un produit naturel qui contient la plupart des ingrédients pour que votre thyroïde puisse fabriquer des hormones thyroïdiennes, une série d'algues riches en iode. Enfin voilà, c'est un produit qui est bien fait et qui est en fait, lui, un produit qui peut
aider la thyroïde. Dans un deuxième temps, il faut d'abord arrêter l'attaque immunitaire, ça vous l'aviez bien compris, et après, on peut bien entendu soutenir la thyroïde pour l'aider à mieux fabriquer des hormones thyroïdiennes. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. C'est donc le produit qui s'appelle Thyrostim du laboratoire Copmed. Voilà. Il y a, vous imaginez une foultitude de questions, mais Belghiti, donc c'est un de nos abonnés. Que pensez-vous de l'association Moducare C et de l'ozonothérapie hyperbare? Ah, euh, ben du bien entendu, parce que je suis un grand fan de l'ozonothérapie hyperbare, que je suis le seul à pratiquer en Belgique et en France. Et je reçois énormément de patients français, bien sûr, avec des pathologies lourdes et graves. Euh, donc, avec l'ozonothérapie hyperbare, on a des réponses efficaces euh, au cancer, aux maladies auto-immunes, à la maladie de Lyme. Et je me rends compte maintenant, depuis que je fais de l'ozonothérapie hyperbare, que le Lyme, c'est un véritable fléau, qu'il y a beaucoup de Français, entre autres, qui galèrent, qui sont totalement incompris au niveau du diagnostic, au niveau des symptômes. Les médecins sont complètement dans la panade, ils racontent n'importe quoi. Et ces gens ont des dossiers médicaux gros comme 3 bottins de téléphone et souffrent parfois depuis 20 ans sans trouver aucune réponse à leurs problèmes. Et donc, avec l'ozonothérapie hyperbare, on a de bons résultats dans le Lyme, même si parfois c'est lent, mais ça fonctionne. Dans le cancer, on a aussi des résultats, sachant que pour guérir un cancer, il ne faut pas faire que de l'ozone. Là, je suis très clair. Euh, L'ozone est un traitement nécessaire dans le cancer. J'insiste sur le mot nécessaire. Tout cancéreux, pour moi, devrait faire de l'ozone parce que l'ozone, qui est un super oxygène, détruit et les cellules cancéreuses détestent l'oxygène puisqu'elles ont un métabolisme en anaérobie. Mais bon, ça, c'est plus compliqué. Donc, tout cancéreux, quel que soit le cancer, devrait faire de l'ozone. C'est nécessaire. Mais j'ajoute, mais c'est non suffisant. Euh, vous pouvez Ouais. faire de l'ozone, mais il faut faire d'autres thérapies. Si elles sont classiques, elles sont classiques. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Bon, la chirurgie peut être quand même intéressante dans le cancer. Les rayons parfois, la chimio pour moi plus rarement, mais vous avez plein d'autres thérapies qui sont intéressantes de faire en parallèle de l'ozone. En tout cas, personnellement, moi, je propose aux patients cancéreux des injections de vitamine C à très haute dose qui sont intéressantes. J'utilise aussi pour certains cancers, pas pour tous, la virothérapie, donc un traitement qui vient de Lettonie, où j'ai été me former. Donc, on injecte un virus qui est non pathogène pour l'homme et qui ne s'attaque qu'exclusivement aux cellules cancéreuses. Donc, c'est très élégant comme méthode et ça donne des résultats intéressants. Et donc, quand vous combinez tout ça, quand vous combinez l'ozonothérapie, un bon traitement immunitaire comme le Moducare, de la vitamine C à haute dose, de la virothérapie, une réforme nutritionnelle, parce que c'est pareil. Est-ce que votre cancérologue vous dit vous avez un cancer, il faut arrêter de manger du sucre, vous nourrissez d'abord votre cancer, voilà. Ils sont rares à le dire. Donc la réforme nutritionnelle est importante. Voir aussi toute la partie émotionnelle, psycho-émotionnelle, qui est importante aussi dans le cancer. Vous voyez, le cancer, c'est une approche vraiment, là c'est important d'être très holistique dans l'approche du cancer. Docteur, j'avoue ne pas savoir, et je ne suis pas le seul, en quoi consiste l'ozonothérapie. Alors, l'ozone, c'est un super oxygène. Donc, pour être clair, l'oxygène formule O2. Hein. Ozone, O3. Donc, c'est un super oxygène. 3 atomes d'oxygène, c'est l'ozone. Alors, comme on le sait maintenant, euh, une cellule saine, elle a besoin d'oxygène pour fonctionner.
comme vous le savez, 3 minutes sans oxygène, ça commence à se passer très mal. Hmm. Voilà, donc l'oxygène est quelque chose de nécessaire à la vie et à la vie de nos cellules. Mais les cellules cancéreuses ont un métabolisme qui est en anaérobiose, donc qui se fait en l'absence d'oxygène. Ils n'utilisent pas la respiration et la mitochondrie, ils utilisent la fermentation du sucre. Donc c'est un métabolisme qui se fait en absence d'oxygène. Donc quand vous donnez un cancéreux O3 qui est un super oxygène, vous le super oxygénez, vos cellules saines adorent ça et vos cellules cancéreuses, elles détestent ça. D'accord? Donc voilà pourquoi on a des résultats dans le cancer avec l'ozone. Mais l'ozone ne fait pas que s'attaquer aux cellules cancéreuses. L'ozone est un incroyable anti-infectieux. J'ai soigné beaucoup de patients avec des pathologies infectieuses et qui ne s'en sortaient pas, même avec les antibiotiques. L'ozone tue tout, bactéries, virus, rien ne résiste à l'ozone. On a des résultats dans le sida, on a des résultats avec l'Ebola, on a des résultats dans l'Epstein-Barr, le cytomégalovirus, les streptocoques résistants, voilà. Donc l'ozone est un formidable anti-infectieux. L'ozone, pour une raison qu'on explique moins bien, est intéressant aussi dans les maladies auto-immunes. Euh, il y a une régulation immunitaire qui se fait. Bon, moi, mon étude est un peu faussée parce que, comme vous le savez ou comme vous l'imaginez, tous les gens qui viennent chez moi pour une maladie auto-immune ressortent avec du Moducaire C et éventuellement font en plus de l'ozone. Donc, il y a la combinaison des deux. L'ozone est aussi extrêmement intéressant en pathologie cardiovasculaire parce qu'avec l'ozone, vous arrivez à nettoyer vos vaisseaux sanguins. Vous nettoyez vos coronaires, vous nettoyez tous les dépôts qui se font au fur et à mesure des années dans vos vaisseaux sanguins. L'ozone est un extraordinaire nettoyant du corps humain. Vous nettoyez en partie les métaux lourds, vous nettoyez beaucoup de toxines. Voilà, donc l'ozone a énormément d'intérêt dans différents domaines. Mais je citerai quand même en numéro un tout ce qui est infectieux, tout ce qui est cancer. Et voilà, ça c'est les principaux domaines. La maladie de Lyme, qui elle, qui est épouvantable et sur laquelle les gens n'ont pas de solution. Ils galèrent vraiment. Et là, Et, on a des résultats. et techniquement, ça se passe comment? Techniquement, ça se passe comment? Alors techniquement, ça se passe, c'est assez simple. Vous venez au cabinet, vous êtes pris en charge par mon infirmière ou mon assistant qui font les traitements à l'ozone. Donc vous êtes allongé confortablement sur un lit. On vous met dans le bras une petite aiguille comme pour faire une perfusion. Donc je dirais c'est pas plus compliqué qu'une prise de sang, sauf que ça dure plus longtemps. Donc une fois que l'aiguille est placée dans le bras, vous ne sentez plus rien et vous êtes donc raccordé à un flacon en verre qui est lui-même raccordé à une machine. La machine fait le vide dans le flacon en verre. Ça veut dire que votre sang est aspiré dans le flacon en verre. Le flacon en verre fait 200 millilitres. Quand le flacon de 200 millilitres est rempli de votre sang, on arrête l'aspiration, on arrête de faire le vide et on envoie une cartouche d'ozone, donc O3, dans ce flacon en verre. Et ensuite, on envoie aussi une cartouche d'oxygène, donc O2 et O3. Donc, c'est une grande oxygénation. On va mélanger le sang du patient avec l'O3 et l'O2 et on voit ce sang qui devient plus rouge, plus clair. Et à ce moment-là, comme on a injecté de l'oxygène et de l'ozone, la pression est redevenue positive et donc le sang retourne au patient. Et donc, on a traité à ce moment-là 200 millilitres. Une fois qu'on voit que le flacon est presque vide,
on empêche le système de se désamorcer et on refait le vide. Donc, on repompe 200 millilitres. Et on fait ça 10 fois de suite. Et donc, vous faites le calcul comme moi. 10 fois 200 millilitres en environ 1 heure de temps permet donc de traiter 2 litres de sang du patient, sachant qu'on a environ 5 litres dans notre corps. Donc, en 1 heure de temps, on a ozonné à peu près la moitié de votre volume sanguin, ce qui ne laisse pas indifférent, ce qui contente vos cellules saines et ce qui ne convient pas du tout à vos cellules cancéreuses ou aux cellules atteintes par la maladie de Lyme ou autres plaisanteries du genre. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'ozonothérapie. Ça prend environ 1 heure. On traite 2 litres de sang sur cette heure-là. Et on peut faire ça soit à son rythme, 1 fois par semaine, si on a une pathologie importante, ce que font en général les patients belges. Par contre, j'ai énormément de patients français et qui ne sont pas toujours du nord de la France, qui viennent parfois du Midi, etc. Et donc, dans ce cas-là, les gens prennent un logement en Belgique, viennent passer 1 semaine, 5 jours, et sur les 5 jours font une séance d'ozonothérapie à haute dose tous les jours, du lundi au vendredi. Ils retournent chez eux et puis selon l'importance de leur pathologie, le mois suivant ou 2 mois après, reviennent faire un traitement de 5 jours. Voilà. Effectivement. Effectivement. Vous, par hasard, vous ne connaîtriez pas des praticiens en France, ce qu'on nous demande. Alors, malheureusement, et je dis malheureusement parce que ça me plairait bien, ça me soulagerait un petit peu, il n'y a aucun médecin qui fait l'ozonothérapie à haute dose. Hein, je précise donc, ce qu'on appelle la méthode OHT, Ozone High Dose Therapy, qui consiste à donc traiter 2 litres de sang avec des grosses doses d'ozone. Il y a quelques praticiens français qui en gros se cachent, qui font un petit peu d'ozonothérapie sous le manteau sans le dire, mais qui font l'ancienne ozonothérapie, c'est-à-dire où on traite en général entre 50 et 200 millilitres de sang, on injecte un peu d'ozone dedans et on remet ça au patient. C'est ce qu'on appelle la petite ozonothérapie qui donne des résultats sympathiques, mais qui ne donne pas les résultats qu'on a avec l'ozone high dose thérapie. Si vous voulez faire la technique d'ozone high dose thérapie, ben vous devez venir soit en Belgique chez moi, où là je suis le seul à le faire pour la Belgique, ou alors vous devez partir dans des pays comme l'Allemagne, où là vous trouverez différents thérapeutes, les pays de l'Est, en Autriche. D'ailleurs, l'inventeur de la technique OHT à haute dose, c'est le professeur Laudni, qui est un médecin autrichien, ou alors encore plus loin aux États-Unis. Mais tout ce qui est France, Belgique, vous ne trouverez personne qui fait cette technique à haute dose. On vous demande dans quelle région vous êtes. Ben, je suis en Belgique, c'est-à-dire que je suis au centre. En Belgique, vous êtes près de tout. Hein, donc, je suis à 25 kilomètres au sud de Bruxelles, dans une petite ville qui s'appelle Wavre, W-A-V-R-E. D'accord. Je vais vous poser une dernière question, une dernière thématique, si vous voulez bien, parce que ça fait quand même presque 1h45 que vous nous prodiguez vos bons conseils précieux et on est plus de 520, 530 personnes à vous écouter passionnément. Une dernière question, une dernière approche. Vous avez évoqué la malbouffe, vous avez aussi évoqué l'intoxication par les métaux lourds. Vous nous avez donné une grande piste, c'est-à-dire l'alimentation avec la toxicité alimentaire, les vaccinations évidemment. On ne parle pas de la pollution et autres produits chimiques qui nous envahissent, mais c'est surtout si vous me le permettez, les pistes de thérapeutique que vous proposez autour de l'éventuelle intoxication par les métaux lourds. Quelles sont Okay. les techniques? Oui, oui, donc c'est une question très intéressante. Euh, donc, chez les patients intoxiqués aux métaux lourds, euh, d'abord, faut prouver l'intoxication. Bon, moi, j'ai une méthode assez facile. J'utilise un appareil qui s'appelle l'oligoscan et qui me permet rapidement de, de voir s'il y a un problème de métaux lourds. Après, il y a d'autres méthodes. Hein. Il y a des médecins qui pratiquent
des tests de provocation et de dosage des urines, enfin voilà, qui sont plus sophistiqués, plus coûteux, mais qui sont vachement intéressants. Donc les métaux lourds, comme je vais y venir, le traitement, ben, il est lourd. Un traitement des métaux lourds, c'est pas rien. Il faut d'abord être certain qu'il y a les métaux lourds. Donc ça, c'est première étape. Euh, Ensuite, quand vous avez identifié qu'il y a une problématique de métaux lourds, c'est comment les éliminer. Et ça n'est pas toujours simple. Ça peut mettre du temps et ça nécessite différents produits qui sont plus ou moins coûteux en fonction de ce que vous utilisez. Alors, il y a des gens qui proposent ce qu'on appelle des chélations à base de DTA, par exemple, donc de certains chélateurs. C'est efficace. Le problème de ces chélations, c'est que c'est des chélations intraveineuses. Donc Mhm. ça vous oblige à aller faire des perfusions chez un médecin cela prend du temps, hein, c'est parfois 1 heure ou 2, une chélation. En France, pareil, vous n'allez pas trouver beaucoup de médecins qui font des chélations, mais si vous cherchez un petit peu, il y a peut-être moyen, et à l'étranger, certainement. Voilà, donc moi, personnellement, je ne fais pas la chélation intraveineuse parce qu'elle est contraignante. Voilà, déjà que je fais l'ozone, c'est déjà pas mal. Euh, donc, j'utilise des compléments nutritionnels naturels qui fonctionnent bien. Alors, là, vous avez, moi, 2 produits qui me donnent de bons résultats. C'est le premier, c'est le Phycosens, qui est un produit dont certaines personnes ont déjà entendu parler parce que le Phycosens, c'est le pigment bleu de l'algue qu'on appelle la spiruline. Mhm. Voilà. Mais la spiruline, on lui attribue 40 000 vertus. Pour moi, la spiruline n'est vraiment peu intéressante, sauf si vous allez au Biafra, chez des nutris. Là, vous ferez des miracles avec la spiruline. Mais toutes les vertus que l'on attribue, pour moi, faussement à la spiruline, sont en fait dues au pigment que contient la spiruline et qui s'appelle la phycocyanine. Voilà. Mhm. Et donc, cette phycocyanine a des propriétés extraordinaires, plusieurs d'ailleurs propriétés différentes dans différents domaines, euh, et elle permet d'extraire les métaux lourds des cellules. Parce que les métaux lourds, le problème, c'est qu'ils se cachent dans les cellules. Mhm. Donc, il faut d'abord arriver à les sortir des cellules. Ça, c'est ce que va faire le phycosens et la phycocyanine. Après, quand vous avez sorti les métaux lourds des cellules, faut-il encore qu'elles soient éliminées de votre corps. Et donc là, il y a un deuxième produit à associer qui est le métaute, qui est en fait une algue spéciale qui porte le nom de Laminaria japonica. Mais je vous rassure tout de suite, on ne l'extrait pas des côtes du Japon, donc il n'y a pas de problème de radioactivité. Voilà. Et donc, ça sert à éliminer. J'explique toujours à mes patients et ils comprennent très bien. Quand vous avez des métaux lourds, c'est comme dans une maison, comme si vous avez des poubelles. Alors, les poubelles, vous ne les mettez pas en plein milieu de votre salon, devant la télévision. Vous les cachez au fin fond du garage ou de la cave, etc. Ben voilà, votre corps, il fait pareil. Les poubelles, il les met là où ça dérange pas trop. Après, si vous voulez vous débarrasser de vos poubelles, il faut d'abord sortir la poubelle de la maison et aller la mettre sur la rue. Ça, c'est le boulot que fait la phycocyanine, qui va extraire le métal lourd des cellules pour le mettre en dehors des cellules, c'est-à-dire dans votre sang. Mais si vous mettez vos poubelles sur la rue et puis qu'il ne se passe rien, et que vous allez voir 6 mois plus tard, on ne voit plus voir votre maison qui va être cachée par tous les sacs poubelles qui sont devant. Donc il faut qu'un camion poubelle qui passe 1 fois par semaine ramasse vos poubelles. Ça, c'est le boulot du méthode. Il va sortir les poubelles et les envoyer vraiment à l'extérieur.
Voilà. Donc, vous voyez, euh, déjà, un traitement de métaux lourds nécessite déjà la prise de deux produits qui ont un certain coût. Donc, on ne s'amuse pas à dire, ah oui, je suis peut-être bien intoxiqué aux métaux lourds, je vais me nettoyer. Moi, je pense que, vu l'investissement et le temps que ça prend, il faut être sûr qu'il y ait une problématique d'intoxication aux métaux lourds. Et donc, le mieux, c'est de faire un test pour le vérifier. Ceci dit, l'expérience me montre que de nos jours, énormément de personnes ont une problématique de métaux lourds. Je vous ai dit, notamment à cause des vaccinations qu'on fait dès le plus jeune âge. Maintenant, on a peut-être un peu moins le problème des plombages et des choses comme ça, parce que de plus en plus de dentistes, heureusement, mettent des résidus de synthèse et ne mettent plus du plomb et du mercure, etc. Mais enfin, on trouve encore des personnes âgées qui ont encore des classiques plombages dans la bouche. Et puis, il y a toute une série de choses auxquelles on ne pense pas. Euh, c'est toutes les intoxications qu'on peut avoir, par exemple, au niveau de l'aluminium avec les ustensiles de cuisine, le papier alu avec lequel on emballe les aliments. Euh, Pensez aussi à des médicaments qui vous empoisonnent à l'aluminium. Je suis sûr il y a plein de personnes qui consomment des antiacides qui sont bourrés de sel d'aluminium. Tout ce qui est ces produits qu'on met pour calmer l'acidité de l'estomac, je ne reviens plus sur le nom maintenant parce que je ne les prescris jamais. Le Malox, voilà, par exemple, ben, tous ces produits contiennent des sels d'aluminium. Donc voilà, et puis malheureusement, on en parlait tout à l'heure, bon, c'est bien de manger du poisson, ça, mais malheureusement, les poissons de nos jours, eh ben, on retrouve des métaux lourds. Voilà, donc c'est une problématique fréquente, oui, effectivement. Écoutez, docteur, merci mille fois. On va clore gentiment ce magnifique webinaire en rappelant que vous pouvez retrouver énormément de ces bons conseils dans vos livres, dans les ouvrages que vous avez écrits. Euh, hop, le mot m'échappe juste comme vous, c'était le Malox. Bon, mais c'est l'ouvrage, le dernier ouvrage en date que vous avez écrit, Oui, ouais, c'est attendez, guide pratique pour une santé augmentée. Voilà, je cherchais je oui, cherchais c'est ça. le titre, Ça, hein, c'est le dernier, oui. dernier en Et date, hein. Et on peut le trouver où ce livre? ah, vous pouvez le trouver sur le site santéaugmentée.com. Ouais. Euh, Il y a la technique qui vient gentiment de nous mettre le lien sur le chat. Et ah ben voilà. Oui. Euh, vous allez il y a voir. alors le livre précédent qui s'appelle Révélation santé, Mhm. qui a été publié aux éditions Très Daniel. Donc euh, vous pouvez le commander à la Fnac. Hein, voilà. Et alors surtout là maintenant, je suis en train de préparer un livre qui va faire, je pense, sensation, qui j'espère sortira pour les fêtes de fin d'année, voire début de l'année prochaine. Ce sera le seul livre en français qui va expliquer tout ce qu'on peut attendre des effets positifs de l'ozonothérapie hyperbare. Oui. Donc, il n'y a aucun ouvrage en français sur le sujet. J'ai d'ailleurs été déjà contacté par des éditeurs pour avoir une traduction en allemand et en anglais. Voilà, mais moi je l'écris en français et il sortira pour la fin d'année. Mais avec l'ozonothérapie hyperbare, j'ajouterai des chapitres particuliers sur la virothérapie, sur la vitamine C à haute dose. Voilà, ce sera vraiment un livre qui va intéresser toutes les personnes qui souffrent de pathologies graves. On attend ça avec impatience et ça nous donnera l'occasion de vous réinviter avec plaisir pour que vous passiez encore du temps avec nous pour vous expliquer avec autant de passion et de précision tous ces traitements, tous ces conseils précieux que vous nous avez donnés. Merci mille fois, merci à tout le monde. Euh,
Vous étiez plus de 540 effectivement à assister à ce webinaire. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité très rapidement d'assister, d'avoir le replay de cette magnifique conférence sur votre espace personnel dans les jours qui viennent, demain ou après-demain normalement. Et n'oubliez pas que vous aurez aussi une transcription, donc une transcription écrite de tous les bons conseils. Donc comme ça, vous aurez la possibilité de renoter précisément tous les noms des produits qui ont été donnés lors de cette magnifique conférence. Merci Nicole, tout le monde est dithyrambique envers vous, ce qui est normal, vous étiez généreux, précis et vraiment à notre écoute par rapport à toutes les questions qui ont été posées et on a mieux compris grâce à vous toutes les pathologies auto-immunes, comment ça fonctionne et surtout vous nous avez donné beaucoup de pistes et beaucoup d'espoir et c'est surtout ça qui est très important et toujours comme d'habitude de devenir l'acteur de sa santé, c'est vraiment ce que vous prônez en grand. Merci beaucoup, merci, bonne soirée à toutes et à tous, on va rester quelques instants avant de couper pour que on ne coupe pas la parole au Dr Schmitt. Merci Dr Schmitt pour vos bons conseils et bonne soirée. Merci à vous, merci à tous les auditeurs et à bientôt, j'espère. Assurément, on attend quelques instants.